À tous, bienvenue et merci pour la fidélité. Elle aura finalement livré son épilogue. Et oui, il s'agit de la très controversée proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. Après des heures de débat houleux, le vote du texte de loi a finalement été obtenu. Ce fut à l'unanimité des députés présents et représentés, excepté 16. Au sujet des points les plus querellés, aucune modification majeure. L'agent reste maître du jeu. La caution pour l'élection présidentielle est portée à 10% du montant maximal autorisé pour la campagne électorale, soit 250 millions de francs CFA. Pareil pour les législatives en termes de cautionnement, soit 249 millions de francs CFA. Ce serait, dit-on, de l'innovation estampillée représentation nationale, 7e législature. Vous êtes bien sûr au Bénin. Adoption du nouveau code électoral, un texte de loi véritablement innovant ou juste un pétard mouillé. Le débat, c'est tout de suite déjà sur ce plateau avec nous, Zéphirin Aouga, acteur du secteur privé. Il reste un observateur de la vie socio-politique, sympathisant du régime du nouveau départ. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation et je salue les téléspectateurs de Sika TV. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour la disponibilité. En face de vous, Constantin Aboussou, c'est son nom, écrivain, analyste politique. Il est désormais le porte-parole des Jeunes Unifiés de l'opposition. Constantin Aboussou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Ça fait un moment que j'ai été ici. C'est un plaisir de retrouver les amis téléspectateurs. Oui, c'est un moment par ici, il faut le dire, mais les réseaux sociaux font de vous un homme très actuel sur le plateau de 100% Bénin, de ces bouts de vos interventions qui passent depuis peu en boucle. Mais on reste actuel, oui, ça fait un moment pour rester réel sur ce plateau. Constantin Aboussou, réforme du code électoral, pour rester collé à ceux qui nous unissent ce matin, c'est désormais du passé, oui, du toilettage du texte de loi. Les élus du peuple sont finalement passés à l'acte par un vote mécanique. Le nouveau code électoral a finalement été adopté en dépit des débats houleux. L'accouchement, Zéphirin Aouga, n'aura pas été complexe outre mesure. Le bébé est né, tel que voulu les députés de la 7e législature. Oui, le bébé est né et en principe, le cercle de famille doit applaudir à grand cri, mais... Pourquoi dites-vous en principe? Oui, bon, mais il semble qu'il y a un malaise quand même. Mais moi, je ne veux pas... Je suis quelqu'un, je vous ai dit, je suis philosophe de formation. Tout à fait. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui tombe sur les plateaux pour vilipender ou crier, injurier les autres. Ce n'est pas mon genre. Je suis béninois. Vous avez dit tantôt que je suis soutien du nouveau départ, sympathisant en tant que béninois, parce que nous voulons que notre pays aille de l'avant et tout. Ce n'est que dans ce cadre-là que la démocratie puisse véritablement progresser dans notre pays. Mais on a constaté que depuis 1990, disons depuis 1991 que nous avons commencé les élections, moi j'ai fait le calcul, nous avons fait 6 élections présidentielles. Nous avons fait aussi 6 élections législatives. Et tout le temps, il y a eu des codes. Il y a eu une multitude de codes, au moins plus d'une dizaine de codes électoraux que nous avons eus, si vous fouillez. Alors, et chaque fois, il y a toujours innovation, il y a toujours de nouvelles choses qu'on met. Alors, les points aujourd'hui qui sont querellés et qui peuvent vraiment, qui mettent certaines personnes en colère et qui font dire à certaines personnes que nous sommes tombés aujourd'hui dans la plutocratie, dans le pouvoir de l'argent, dans un régime censitaire et tout ça. Mais ces points-là, les germes de ces points-là existaient depuis. Les germes existaient depuis. Les germes, dites-vous, existaient depuis. Depuis. Maintenant, on vient l'entériner, c'est cela? Ça existe et ça a poussé maintenant. Ça a poussé. Ce que nous avons semé, nous sommes en train de récolter. Je prends seulement sur l'histoire de la caution.
pour un petit pays, le Bénin, où nous voulons, on dit nous sommes un pays démocratique, on veut aller. Mais pourquoi le principe de la caution? Le principe de la caution au départ, c'était pourquoi? C'était pourquoi? S'il n'y avait pas eu caution, on ne serait pas en train de parler d'augmentation de caution aujourd'hui. Alors, de partir de 5 millions à 15 millions, c'était une augmentation. Mais ça n'avait pas fait du tollé. Monsieur Constantin et moi, 15 millions, pour nous, en tout cas pour moi, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais ça n'avait pas fait de tollé dans le temps parce que certaines personnes qui étaient en position ne trouvaient pas cela exagéré, ne trouvaient pas cela exorbitant. Mais pour le commun du Béninois, déjà 15 millions, donc les gens étaient dans une dynamique. Et la dynamique là, c'était pour régler quel problème? Tout le temps, on a dit dans ce pays, il y a des candidats, des pléthores de candidatures. Il y a des candidatures fantaisistes. Vous voyez que un citoyen béninois, en son âme et conscience, se décide et se porte candidat pour un poste présidentiel, pour être président de la République. Et il a l'âge qu'il faut, il a tous les droits qu'il faut pour le faire, mais certains citoyens pensent que c'est fantaisiste. Et quels sont les critères d'appréciation? Quels sont les critères d'appréciation? Je suis en train de rentrer dans notre être, qui nous sommes, et ce qui nous amène à ce que nous avons aujourd'hui. Quels sont les critères? Parce que quand on voit Joël, si vous n'êtes pas bien habillé et tout, on ne vous considère pas. C'est ça la société béninoise. C'est ça la société béninoise. Si on voit Joël, on va demander, monsieur Constantin, il a quel niveau, il a fait tel diplôme, il a tel diplôme, là on le considère. Mais monsieur Aouga, il n'a qu'un niveau minable, on ne le considère pas. Et donc, au début, on a voulu restreindre certaines fonctions à certaines catégories de citoyens. Donc, on met les balises, on met les blocages, on met le quitus, et on a maintenant le quitus fiscal, tout ça là, le quitus fiscal, je suis d'accord, on met la caution. Mais on n'avait pas besoin de mettre la caution. Mais quand on a mis la caution, et chaque année, chaque fois, nous avons toujours un nouveau code. Chaque fois, nous avons toujours un nouveau code. Mais pour aller vers où? Depuis là, on n'a jamais eu un code stable. Ça change toujours. Et chaque fois, c'est toujours pour restreindre. Ce n'est pas pour ouvrir. Donc la politique, depuis toujours chez nous, à partir de 90, certaines personnes... Une politique d'exclusion. D'exclusion, c'est fait pour certaines catégories de personnes. Aujourd'hui, les choses, c'est le revers de la médaille maintenant. Et ne pensez pas que... Le trop-plein? Oui, ne pensez pas que ceux qui sont à l'Assemblée, parce que moi je suis sorti des débats opposition, mouvance. Non. C'est l'objet de conscience. C'est du pipeau. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Du pareil au même. C'est deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est deux faces d'une même pièce. Il n'y a que des postures conjoncturelles. Où les mêmes, vous prenez la mouvance d'aujourd'hui, combien parmi eux étaient dans l'opposition d'hier? On pourrait les compter. On peut les compter. Oui. Combien aujourd'hui sont dans la mouvance d'opposition aujourd'hui? Donc ça tourne. Donc moi je ne me laisse plus... je ne suis plus sentimentaliste là où quelqu'un vient. Alors, l'objectif de conscience au regard de ce choix qui vient d'être opéré, cet accouchement qui vient de voir le jour, l'observe finalement comment ce nouveau-né qui est né par rapport à ce qu'on appelle l'étirement que ça pourrait avoir aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Moi, je me suis posé la question. Ceux qui ont voulu de ce code-là, ils recherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la première question que je me suis posée. Alors, j'ai fouillé, j'ai vu que pour eux, il faudrait que désormais qu'il y ait des regroupements.
Il faudrait que désormais que les gens puissent cotiser dans les partis, que les partis politiques ne soient plus des petits... Vous y croyez, cotiser jusqu'à... Je ne crois pas parce que nous n'avons pas une habitude de cotisation. L'idéal est très bien. C'est un bon... C'est penser que demander aux gens de fédérer, d'être ensemble, de cotiser, de faire comprendre aux gens que quand ils sont dans un parti, ils doivent participer, ils doivent contribuer, c'est bien. Mais en dehors de la politique, nous savons, même dans nos quartiers, tout ça là, non, les gens n'aiment pas cotiser. On va écouter rapidement votre avis. Donc ceux qui ont cet idéal-là et qui ont fait ça, ils seront rattrapés d'ici demain. C'est juste aux élections là. Ils verront que personne ne cotisera, que c'est ceux qui sont bien positionnés sur les listes, c'est à ceux-là qu'on va demander. Mais puisque tu es premier sur la liste et que tu veux aller, ça veut dire que si ça marche pour nous, puisque c'est un scrutin de liste, c'est là encore le problème qu'on a. C'est un scrutin de liste. Ce n'est pas un scrutin uninominal où, bon, nous sommes 20, nous allons, ben, les élections iront voter pour chacun d'entre nous. Non, c'est la liste, on vote pour la liste. Et dès lors, le problème maintenant, c'est qui est premier sur la liste. Et nous savons que dans toutes les circonscriptions, dans les 24 qu'on a, il y a à peine les sièges qui sont dans les circonscriptions, il y a plus de sièges, c'est plus 5 ou 6. Je crois que c'est 5. Tous les autres, c'est 4, c'est 3, c'est 2 par-ci. Donc, quand on fait une liste, je ne vois pas un parti qui rafle tous les sièges dans une circonscription. Donc, souvent, c'est les 2 ou 3 premiers sur une liste qui ont peut-être, si c'est un bon parti, un parti qui est bien ancré, c'est les 2 ou 3 premiers sur une liste avec leurs suppléants. C'est eux qui ont peut-être la chance d'être élus. Si le parti est un parti influent... Donc, le problème reste entier. Le problème reste entier. Donc, ils ont fini de voter. Ça, là, c'est la théorie, c'est les petits calculs politiciens. Mais après, ils vont rentrer dans la pratique d'ici là. Et eux-mêmes vont constater... Qu'est-ce que la pratique nous donnera? Voilà. Ce sera ils vont constater ce qu'ils ont... De ce débat avec Constantin Amoussou. Oui, c'est arrivé, c'était craint. Je sais que vous êtes de ceux-là qui craignaient qu'on en arrive à un résultat comme celui-là parce que vous rêvez gros. Pour la jeunesse, il faut souligner sur ce plateau, Constantin Amoussou est le président de ce qu'on appelle le gouvernement des jeunes qui continue de faire son bonhomme de chemin et qui pense que la relève de demain doit être assurée par ceux-là qui ont appris à faire d'abord un travail de terrain et non pas des arrivistes. Oui, comment ce moment a-t-il été vécu au niveau d'abord de votre gouvernement, vous avec tout votre bureau, et ensuite par le porte-parole de cette coalition de jeunes? Merci Joël. Vous avez dit qu'un bébé était né. Oui. Et j'avais eu envie d'ajouter un bébé monstrueux est né. Vous avez eu envie, mais tel n'est pas finalement le mot que vous avez envie de sortir. Les faits sont là, nous allons les examiner, nous allons constater. Il faut observer que notre pays fait depuis 1990 un effort d'exister dans le champ des pays démocratiques. Et pour reprendre une formule de Richard Banegas, même si ce n'était à galop, nous avions réussi à faire de la démocratie à pas de caméléon, à petits pas. Mais il faut aussi remarquer que de temps à autre, et de plus en plus de façon constante et flagrante, depuis quelques années, nous avons commencé également à faire des pas galopants à reculons. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a 2 jours, on va dire quelques heures, est l'une des expressions de ce recul démocratique. Voyez-vous, je suis allé d'être sur le plateau avec un philosophe, parce que nous pourrions alors discuter en nous regardant ainsi et examiner un certain nombre d'éléments, notamment du concept de la démocratie, à la lumière du fondement, des fondements à la base de la démocratie. Je veux bien rappeler, pour reprendre une formule de Esther Kofi Roger Adam Romain, que j'ai utilisée quelques fois ici, la notion d'utopie des inventions démocratiques, qui met l'accent non pas sur
l'impossibilité d'obtenir l'idéal, mais du moins le beau vers lequel la démocratie a vocation à tendre, c'est-à-dire sa finalité, c'est-à-dire sa tension vers ce seuil qui sublime la volonté de ceux qui sont gouvernés de se sentir gouvernés dans leur intérêt. C'est d'ailleurs cela le sens de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous avons une Assemblée nationale dont les membres 83 sont censés être représentants d'une population d'un peu plus de 10 millions d'habitants. Ils sont censés représenter cette population. Combien de gens au sein de cette population peuvent ou avoir 250 millions ou 200 millions à eux tout seuls, ou bien même appartenir à des groupes au sein desquels ils peuvent parvenir à faire mobiliser 250 millions. Et ça, ce n'aura été que pour la caution. Parce qu'il y a aussi ce qui sera nécessaire de dépenser pour constituer la liste, les dossiers, les pièces. Parce qu'il y a aussi que chacun des 166 candidats titulaires et suppléants aux élections législatives devront produire un quitus fiscal. Que chacun d'entre eux pourrait être l'objet d'un redressement fiscal individuel qui devra faire face à cela et payer exactement ce que le fisc lui demandera, sauf à considérer que son sort soit rejeté et qu'en conséquence, toute sa liste soit victime. Ah oui. Et il faudra considérer que quand tout cela aura été fait, il sera nécessaire d'aller sur le terrain pour battre campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont assis à l'hémicycle au nom du peuple béninois ont dit que désormais, ils veulent que la politique soit l'unique affaire des milliardaires. C'est la conclusion. Ce disant, et ce faisant, ils envoient un message. Ils envoient un message aux pauvres qui par milliers, partout dans le Bénin, qui par centaines de milliers, qui par millions ont souvent voté pour eux, ils leur envoient le message qu'ils sont des idiots. Que parce que s'ils n'étaient pas des idiots, ils n'auraient pas dû voter pour des gens qui n'ont pas les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions économiques qu'eux. Et c'est Karl Marx qui avait raison de dire qu'on ne pense pas de la même façon dans un château que dans un taudis. Que ce n'est pas la superstructure, mais que c'est au contraire l'infrastructure qui détermine la superstructure. Que les gens pensent selon leurs conditions sociales et économiques. Qu'en conséquence, nous n'avons finalement à nous en prendre qu'à nous-mêmes d'avoir envoyé nous représenter à l'Assemblée nationale des gens qui ne partagent rien de nos conditions économiques, de nos conditions sociales. Aujourd'hui, c'est Zéphirin Aouga dans sa démarche. Là, il est entré en plein cœur de ce que vous appelez l'idéal du philosophe. Oui. Mais est-ce qu'on peut percevoir vraiment ce qui vient d'être fait par des élus du peuple comme une injure à leur mandant? Non. Vous voyez, le mot idéal. L'idéal ne peut pas se concrétiser sans le contexte. Sans le contexte. Alors, le contexte aujourd'hui reste-t-il l'indispensable? Le contexte s'impose-t-il? Voilà, le contexte du Bénin, du béninois tout court, du béninois de tous les jours. Nous sommes dans quel contexte? Oui. Alors, nous voulons l'idéal. Nous savons, tous ceux-là qui sont à l'hémicycle, ils ont des partis, non? Oui. Ils savent comment ils ont toujours géré leur parti, non? Ils savent très bien que les militants, dans un parti, combien de personnes sont importantes, sont vraiment considérées comme les ténors d'un parti, dans un parti politique. À peine 10 personnes. Au Bénin. Au Bénin. Et ce sont ces 10 personnes-là, pour eux, ce sont leurs affaires. Le parti est leur affaire. C'est eux qui veulent être députés. C'est eux qui veulent être ministres. C'est eux qui veulent être... Les autres ne sont que des faire-valoir. Tous les autres qui sont des accompagnateurs, tout ça là, qui sont dans les partis, souvent, ceux-là aussi ont conscience qu'on les utilise. Mais puisque... Vous parlez à partir de données réelles, oui. Ou vous faites de la spéculation? Non, pas de la spéculation. C'est ce qui se fait. Qu'est-ce qui peut alors motiver les députés à maintenir leur position sur ces points-là? C'est pourquoi je dis, ils étaient dans l'idéal. Ah, ils étaient dans l'idéal. Le chef de l'État disait... Les gens, je vais faire juste un petit détour. Le chef de l'État disait, les gens pensaient qu'il était de mauvaise foi. Non. Il disait au début que pour lui, que pour que ce pays avance, qu'il faudrait que les présidents de la République, les chefs d'État fassent moins de la politique et qu'on essaie
et que pour que cela puisse être réel, pour amener les chefs d'État à faire moins de politique, il faudrait qu'on puisse penser au mandat unique. Et quand il le disait, il n'était pas encore président de la République. C'était quelqu'un, comme un philosophe, quelqu'un qui réfléchissait, qui pensait à... L'aspiration profonde. Qui pensait à son pays et qui avait les idées. Et non, face à la réalité. Mais face à la réalité, souvent les données changent. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Le contexte parfois vous oblige à changer. Mais et quand il est arrivé, les autres qui ont déjà la pratique tout le temps de la chose politique, qui l'ont exercée, soit à l'Assemblée, soit à d'autres postes de responsabilité, les gens ont déplacé finalement les pions. N'ont pas compris cela. Mais quand ça a échoué, toute l'équipe du chef de l'État et le chef de l'État lui-même s'est ravisé maintenant. Mais ce qui est paradoxal, Zéphirin Aouga et Constantin Amoussou, là, on a affaire à une législature composée fortement de gens qui ont l'habitude de l'hémicycle et donc connaissent les rouages de l'Assemblée nationale, des tests de loi et aussi des finalités. Constantin Amoussou, je vais vous poser alors la question. Qu'est-ce qui pourrait alors, au-delà de ce concept d'appropriation, relation entre mandant et élu, à un choix comme celui-là que vous qualifiez aujourd'hui de monstrueux? Ce qu'il y a dans le contexte, que M. Aouga n'a pas souligné, c'est que le chef de l'État, dont il est le sympathisant, a indiqué aussi que ce qui permet à un chef d'État de se maintenir au pouvoir, de renouveler son mandat, que ce n'est pas son bilan, que c'est la façon dont il tient tous les grands électeurs, dont personne ne peut le résister, dont il empêche la compétition. Et aujourd'hui, les éléments de fait existent pour montrer à quel point le chef de l'État et avec lui, le bloc de la majorité parlementaire travaille pour isoler ceux qui résistent à la volonté du chef de l'État et de son équipe de les voir tous faire avec lui pour se maintenir. Et vous allez voir que alors que l'on parle de la lutte contre la corruption, exclusivement, uniquement, les députés, les anciens ministres qui n'ont pas fait allégeance au pouvoir actuel se retrouvent dans l'air du cyclone, ou alors ils sont condamnés à l'exil, on tente de saisir leur passeport, même ordinaire, on les fait chasser par la justice comme on poursuivrait, un peu comme si la justice est devenue un chien méchant. Et quand vous observez tout cela, vous comprendrez que les députés qui agissent à l'Assemblée nationale n'agissent pas tant par vocation, par conviction ou par quelque idéal, mais ils agissent parce qu'ils sont l'otage de celui au service de qui ils sont, mais qui leur dit, mais qui leur dit, mais donnez-moi le instant, mais tout, ils agissent, ils sont des otages, ils sont otages. Ils sont otages, mais écoutez, indépendants de qui, de quoi? Vous l'avez vu, vers la fin du mandat avec Soubouli. L'indépendance, ce mot se démontre. Nous ne sommes pas à une fin de mandat. Pas encore, c'est vrai. Donc, il faut bien observer les gens dans leur mouvement, dans leur posture, dans leur jeu. Celui qui attend qu'un mandat soit passé, qu'un second passe, et que, observant le contexte, ils sentent que le vent soit en train de tourner autrement qu'en direction de celui qui est au pouvoir, et opportunément, je vais dire de façon opportuniste, s'engage dans un autre courant, n'est pas un homme indépendant, n'est pas un homme de conviction. C'est tout au plus qui sait apprécier la direction du vent. Et ce qui peut fonder l'engagement en politique, de mon point de vue, chacun a sa perception de la philosophie, de la vie, des idées, mais moi je ne conçois pas que la politique soit seulement, disons, l'expression de ses intérêts de l'instant. Pour moi, parce qu'il s'agit de gérer l'intendance de la communauté, de la société, l'on ne peut y entrer que dans la mesure où l'on se sent disposé à renoncer à ses propres intérêts, à courir des risques. C'est pour cela que, malgré tout ce que l'on pourrait avoir à leur reprocher dans le passé, pour les 15, les 16, les 17, les 19 députés, et avant cela, les 23 qui ont résisté à ce courant, leur fait triomphe d'avoir aujourd'hui au moins
assumer convenablement, disons, la position assumer aujourd'hui l'opposition à ce régime, tout en sachant qu'ils sont exposés à toutes sortes de brimades, à toutes sortes de persécutions. Et ce qui est important, qui est intéressant, c'est de savoir que les personnes qui sont là et qui aujourd'hui portent le message de l'augmentation, de l'explosion de la caution, ne sont pas en train de le faire pour une première fois. Quelques-uns d'entre eux avaient été déjà d'accord en 2010, à l'occasion disons, du code électoral de 2010, qui a été voté en 2013, changer la caution à l'idée, même déjà depuis 2010, changer, là c'était une loi électorale, changer la caution à l'idée que 5 millions pour être candidat aux élections législatives était très faible. Et moi je me rappelle que Éric Rouleté-Même faisait partie au sein de l'UN des personnes qui défendaient ça. Ils avaient porté alors la caution à 100 millions. C'est la Cour constitutionnelle qui avait cassé ça. Et contrairement à ce que disait M. Aouga, il y a eu la même levée de bouclier dans la population en ce moment-là. Quand ils avaient voulu faire passer de 5 millions à 100 millions, il y a eu la même levée de bouclier avant que la Cour ne casse et qu'ils ne se sentent obligés de ramener ça à 15 millions. Aujourd'hui, il y a lieu d'observer dans le contexte, parce que je parle de contexte, pour voir si le pouvoir d'achat de béninois s'est à ce point amélioré, c'est à ce point reconsidéré pour que on décide de passer de 15 millions à 250 millions. C'est-à-dire qu'on multiplie par combien? Pas plus de 10, pas 13, peut-être pas 15, la caution pour aller aux élections. Lorsque l'on vit dans une société et on dit que la loi doit être à l'image de la société dans laquelle elle se prend. Si donc la loi devrait être à l'image de la société, elle devrait évoluer au rythme de l'évolution du pouvoir d'achat des populations. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir d'achat du Béninois s'est multiplié par 15? C'est peut-être pour bientôt. Très bien. Mais avant que bientôt n'arrive, on décide de multiplier la caution par 15. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir d'achat du Béninois ne s'est pas dégradé de façon considérable quand on a multiplié les impôts, les taxes au péage, quand on a augmenté les frais de communication, quand on a pris des mesures au niveau du cordon douanier pour renforcer les coûts d'achat, d'importation des populations, quand le port, sous le contrôle de Bénin Contrôle, est devenu un instrument qui disons, renchérir de façon considérable les coûts de revient des produits pour les populations. Mais comment voulez-vous que ce soit dans ce contexte-là que le chef de l'État, les députés qui le soutiennent, décident de multiplier par... Donc la seule chose qui a lieu de considérer, de remarquer, c'est que le chef de l'État a peur. C'est ça qui est la vérité. Bon, le chef de l'État a peur. Et ça, il faut que je vous le dise. Non, ça, il ne faut pas comprendre. Le chef de l'État et les députés du bloc de la majorité dite parlementaire ont peur. Ils ont peur des jeunes. Ils ont peur des femmes. Ils ont peur des électeurs. Ils ont peur parce que quand ils ont fini de faire autant de mal contre les électeurs, quand ils ont fini de faire autant de mal contre les jeunes à l'université, quand le chef de l'État est venu, porté par les étudiants, la première année même, il a fait exclure 21 étudiants de l'université. Le chef de l'État? Il a fait exclure. Il a fait exclure. Parce que, oui, il a fait exclure. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il a fait exclure. Une décision rectorale. Écoutez, mon cher ami, voilà. Il a dit, lui, une décision rectorale. Il ne sait pas très bien. Mais c'est pas curieux ça? Que le chef de l'État refuse de s'immiscer dans les décisions prises par l'université avec le concours de la ministre de l'Enseignement supérieur et que dans le même temps, il soit disposé à s'immiscer dans les conflits qui opposent les religieux ou alors il ne s'est pas immiscé dans les conflits qui opposent les protestants, méthodistes. Mais dites-moi, est-ce que le chef de l'État est plus concerné par le conflit qui oppose deux groupes de clans à l'intérieur d'une église, d'une dénomination religieuse, que ce qui concerne les étudiants à l'université? Quand vous allez voir, voilà, et vous observerez que c'est de l'hypocrisie, c'est le refus d'assumer la réalité de la façon. Parce que le chef de l'État a peur des étudiants. Il a peur des jeunes gens. Il les a envoyés, il les a renvoyés à la maison, 21. Et derrière eux, c'est 21 familles en deuil de savoir que les enfants ont fait la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et qu'en quatrième année, on les a exclus, comme s'ils n'ont plus jamais rien fait. Alors qu'ils n'étaient en train que de lutter pour de meilleures conditions de vie à l'université. Avec votre mission, Constantin Amoussou, oui, on évolue un peu. Mais Zéphiré Aouga, c'est vrai, Constantin Amoussou a souligné un point qui n'échappe à personne, que n'eût été la contribution active des députés de la majorité parlementaire, on ne serait arrivé à ces résultats-là. Ces députés, chacun va dans son interprétation. Et c'est vrai que quelque part, on marque un arrêt, on se demande s'ils rendent vraiment service au chef de l'État en prenant ces options où ils sont effectivement otages. Les voyez-vous avec des parcours qu'on leur connaît comme des hommes otages aujourd'hui?
Non, je ne saurais dire ça. Je ne pense pas qu'ils soient otages. Ils étaient là bien avant que le chef de l'État ne devienne président de la République. Quand vous parlez de Maître Adrien Ngouedji, l'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas à cause de la politique que nous allons perdre cela. Ce n'est pas parce que... Là, donc je trouve que l'éducation qu'il a reçue... Ce n'est pas parce que les autres font mal que nous allons les copier pour faire mal. Moi, j'ai reçu une éducation. Monsieur Adrien Ngouedji, c'est un monsieur d'un certain âge. Il a fait tout son d'un certain parcours. Donc, ce n'est pas parce qu'il est président de l'Assemblée aujourd'hui et que ce que moi je souhaite, les positions que je souhaite voir adoptées. Et puis nous sommes, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une Assemblée. Quand une décision finit de sortir de l'Assemblée, on ne dit plus que, on dit que c'est l'Assemblée qui a voté. Tout à fait. Mais on n'oublie non plus ceux qui ont été des artisans de première, comme hier. Aujourd'hui, on suit ceux-là qui n'ont pas joué les bons rôles. On reprend la réforme du code. Une seconde, monsieur Amoussou. Oui, donc on dit que c'est l'Assemblée qui a voté. Oui. C'est pour cela que je vous disais tantôt, moi, personnellement, moi je suis pas dans un parti. Je suis... vous m'avez présenté sympathisant, je suis béninois. Vous avez précisé tout à fait. Donc je dois aimer mon pays, donc quel que soit qui est là. Alors l'avenir par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Maintenant, quand nous parlons d'idéal, on peut se tromper d'idéal. Ça, c'est vrai. On peut se tromper. Et c'est pour cela que j'invoquais le contexte. Pour dire que, est-ce que ces messieurs ont tenu compte du contexte? Quand je prends le contexte, je prends même les partis politiques. Tout à fait. Ce qu'a été les partis politiques dans ce pays. Comment est-ce que les partis politiques fonctionnent dans ce pays jusqu'à aujourd'hui? Même si on sent que, par rapport à la réforme du système partisan, on sent que l'idéal aujourd'hui, c'est d'aller au regroupement. Mais nous connaissons. Nous sommes des Béninois. On se connaît. Il ne suffit pas de dire, est-ce que ça peut se réaliser? Et c'est pour cela que moi, je n'applaudis pas ce qui est là. Je dis, ceux-là même qui ont voté, mais ils sont en train de se mettre une corde au cou. Puisque nous allons quitter la théorie tout à l'heure et aller passer à la pratique. Et nous serons dans la pratique. Pensez-vous qu'il faut y aller à la pratique? Et je suis sûr. Un arbitrage avant la pratique. Parce qu'il y a la Cour constitutionnelle. La Cour va jouer son rôle. Moi, je ne suis pas dans une institution. Je suis un simple citoyen. Tout à fait. Le philosophe qui a beaucoup vu et qui a aussi un rêve pour sa nation. Quel est votre rêve par rapport à la Moi, je dis, oui. Il faut aller mollo. L'idéal du regroupement est une bonne chose. Mais forcer les gens, puisqu'on a dit que deux partis ne peuvent plus rester en alliance pour aller aux élections. Ah oui, ça fait un autre point. C'est qu'on force les gens. Vous pensez qu'on force les gens avec ce point? Oui, non, l'idéal, c'est bien, mais on ne peut pas construire un idéal sur des clichés. En mettant des camisoles de force comme à des forcenés. Il faut que cela bouge naturellement. Et c'est ça que, quand moi je fais mon analyse, je vois qu'il manque cela. Et je ne suis pas dans un discours en disant que 250 millions par rapport à 15 millions, vous prenez n'importe qui dans ce pays, même un enfant vous dira que 250 millions c'est plus c'est plus élevé que 15 millions. Mais moi je n'accepte même pas les 5 millions. Je dis la caution ne devrait même pas exister pour un pays comme le nôtre. Dès lors que nous avons accepté le principe de caution, c'est des idées. Dès lors que nous avons accepté le principe de caution, nous l'avons accepté pourquoi? Maintenant, c'est l'augmentation qui offusque les gens. Et moi, je ne suis même pas pour la caution. Donc, ce que je dis, les idées sont belles, le regroupement, c'est une bonne chose, mais tel que ça se fait, les mêmes qui ont voté vont constater d'ici là que tous les Béninois, même dans les partis, même les cadres dans les partis, les gens ne sont pas encore prêts à cotiser. Et ce qui va se passer, je vous l'ai dit tantôt, c'est ceux qui seront en tête de liste ou ceux qui sont obligés d'aller chercher c'est à eux que les gens vont demander, puisque nous n'irons pas dans les coulisses des partis.
lors des échéances électorales. Sinon, on va fuiner un peu, oui. On n'ira pas dans les coulisses. Ce qui va se dire, les contraintes, les obligations qu'on va assigner à chacun et ce que vous allez apporter parce que finalement, vous êtes tête de liste, l'autre est suppléant, je suis suppléant. Si vous êtes suppléant de quelqu'un qui est tête de liste, vous aussi, vous devez participer parce que si jamais la personne gagne, la liste passe et que la liste arrive à obtenir deux sièges ou 3 sièges, c'est le titulaire, le suppléant qui se frotte la main, puisque selon la loi, quand le titulaire n'est pas là, c'est son suppléant qui le remplace. Donc tous ceux-là, on va les obliger à contribuer. Donc tout le reste là, c'est des gens ce sont des spectateurs qui regardent, qui font le nombre, qui chantent, qui dansent, qui crient et tout. Et je dis, dès lors que le contexte est comme ça, ceux qui proposent, ceux qui pensent qu'en augmentant les cautions, qui vont régler un problème, ils ne régleront rien. Donc je ne suis pas en train de les supporter. Non, vous avez été clair. Voilà. Il souligne un autre aspect. Ils ne régleront rien. Très important. Et ce serait malheureux. Nouveau point. Il s'agit de l'alliance de partis. Des alliances de partis ne peuvent plus désormais participer aux législatives. Oui, comme vous voyez, c'est l'expression d'une volonté de régenter la classe politique et de contrôler. Parce que s'il y a des alliances de partis, s'il y a 50, 60, 100 partis, on peut avoir moins de mal, on peut avoir plus de mal à les contrôler que si on n'avait que 3 ou 4. Parce que vous observez ce qui se passe. Le gouvernement, dans l'ensemble des dispositifs qui sont proposés, dont certains sont réglementaires et d'autres législatifs par le biais des députés agissant pour le compte de la majorité, concourent à faire en sorte que le ministère de l'Intérieur joue un rôle policier sur le contrôle, sur l'acceptation, sur la validation même des candidatures des listes aux élections, déjà des partis politiques. Déjà, le projet la proposition qui vient d'être votée en termes de code électoral, et avant cela, la charte des partis politiques avait prévu que désormais, initialement, que c'est une agence située à la présidence de la République qui allait accepter, valider les partis étrangers. Toutes les choses ont évolué, certes, mais vous allez comprendre que même dans l'évolution, disons, visible des choses, il y a l'invisible, qui peut être une façon de dire, bon, d'accord, ce n'est plus la présidence de la République, mais c'est tout de même au ministère de l'Intérieur en face. Bref, c'est déjà géographiquement en face, mais ce n'est pas que ça. C'est parce que aussi le ministre de l'Intérieur est tenu par le chef de l'État. En conséquence, vous savez très bien, même rien que la délivrance des récépissés aux partis politiques et des preuves existent là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en septembre 2018. En février 2018, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 7 mois. Oui. Les forces Cori.Bene émergents ont été en congrès. Et ont déposé le rapport de leur congrès au ministère de l'Intérieur pour être enregistré comme parti politique. 7 mois après, ils n'ont pas le récépissé. 7 mois après, ils n'ont pas le récépissé. En avril, je crois, mars ou avril, fin mars ou début avril, l'Union sociale libérale est allée en congrès, a déposé ses statuts, règlement intérieur, ses rapports au niveau du ministère de l'Intérieur. 5 mois après, ils n'ont pas eu le récépissé. Ils n'ont pas eu le récépissé. Et donc, vous comprenez que le ministère de l'Intérieur que nous avons, que la dynamique dans laquelle on est, c'est d'obliger les gens à avoir 3 ou 4 partis et finalement bloquer les partis de l'opposition pour n'avoir qu'une liste unique, pour n'avoir qu'un seul parti. Donc, le chef de l'État et ceux qui le soutiennent sont dans la dynamique du parti unique. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a 1 an et demi, j'ai écrit cela, noir sur blanc, c'est encore disponible sur ma page Facebook. Et l'honorable Odin Adati est venu démentir en disant que ce n'est pas possible, etc. Et tout. Mais c'est ça qui se voit, qui s'observe. Après, on a parlé de quitus fiscal. Puis ça, parce qu'il est intéressant de faire le débat là-dessus. 2 minutes.
Mais Zéphirin Ouga, vous êtes informé de ces données. Oui, c'est vrai que ça fait un peu paradoxal. On réservait ça pour autre préoccupation parce qu'on a effectué des démarches pour écouter les autorités et mieux comprendre. Ça fait effectivement bizarre dans un Bénin comme celui-ci. Depuis 7 mois, les partis sont montés au créneau. Depuis que l'idée a germé d'aller vers des regroupements, on a eu cette coalition qui a tout fait pour porter sur les fonds baptismaux un parti, même si ça porte le même nom. Mais jusqu'à présent, pas de récépissé. On a l'USL qui connaît presque aussi la même situation et on les connaît comme étant de l'opposition. C'est vrai, les débats démocratiques, c'est plus républicain. Mais quel est, votre regard par rapport à ces phénomènes? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Tout ce que je peux dire, on peut tout faire, on ne peut, dans ce Bénin, on peut tout faire, on ne peut pas et mettre de côté les FCBE. C'est pas possible. Qu'on leur donne récépissé ou pas, on ne peut pas mettre de côté. USL, on peut tout faire, on ne peut pas le mettre de côté. Donc, on ne veut pas perdre mon temps. Si c'est quelqu'un qui traîne la remise des récépissés, là, la personne sera bien obligée après de remettre les récépissés. Puisque d'ici là, vous allez voir tous ces partis-là iront aux élections, FCBE ira aux élections, USL ira aux élections, donc le débat n'est pas là. Ce que nous disons par rapport au code, moi, j'ai dit, se mettre ensemble, c'est une bonne chose. Avoir des partis, des grands regroupements, tout ça, c'est une bonne chose. Demander aux gens, éduquer les citoyens que dans un parti politique, il faut cotiser, tout ça là, c'est une bonne chose. Mais nous avons un problème, nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis de nous. L'honnêteté par rapport à quoi? Ce n'est pas péjoratif. Nous, on minimise le contexte. Toujours. Nous minimisons le contexte. Nous n'avons pas l'habitude des cotisations. Si ce n'est pas pour aller faire les accords, si ce n'est pas pour aller faire, et que la politique, les gens ne sont pas dupes. Ils savent que lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes... On voudrait ne pas évoquer l'un des points. Oui. Citoyens comme tout le monde, oui. Les douaniers et les forestiers, oui. Désormais vont devoir opérer un choix. Oui. Les journalistes, bon, on s'en fout, s'ils veulent, pourvu qu'ils aient les moyens. Oui. Mais eux, il va falloir qu'ils choisissent définitivement. Vous avez lu un peu les tests. Oui. 1 an avant les échéances électorales, il est exigé d'eux qu'ils déposent les tabliers ou une dérogation 6 mois avant les législatives. Oui. Ce qui est apparu comme désormais des balises en ce qui les concerne, apparaît pour vous comme un plus pour le débat démocratique? Non, est-ce que c'est un plus? On les a mis dans le registre des militaires, non? Les militaires aussi, on les a mis dans le registre des militaires. Ils sont paramilitaires. Ils sont paramilitaires. Ils sont paramilitaires. Donc, ce choix date pas d'aujourd'hui. Et que subitement, on pense qu'il faut le faire. Est-ce que les militaires, quand on a dit qu'ils ne peuvent pas... s'ils veulent faire la politique, ils doivent démissionner, tout ça là. Est-ce que c'est un épiphénomène. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est pour quelque chose, parce que ils manient les armes. Il y a plein d'autres considérations qui font que on a préféré cela. Mais les forestiers aujourd'hui et les douaniers sont considérés comme des paramilitaires. Donc je peux dire que c'est peut-être pour les mêmes raisons qu'on a dû les classer. 1 minute 30, oui. C'est la même question, voilà. Et votre quitus fiscal, et on va clôturer le thème pratiquement totalement parti. Ouais, le quitus fiscal, par exemple, dans sa philosophie, n'aurait pas pu poser un problème. Mais il pose un problème parce qu'il y a, et c'est en cela que je vais emprunter un terme à M. Aouga, il y a le contexte. Et dans ce contexte, on a le directeur général des impôts, par exemple, personnellement, s'est fait porteur d'une plainte contre l'un des éventuels candidats aux élections présidentielles dans notre pays. Et il est parti, enfin, il est plaignant dans ce dossier, et c'est un règlement, disons une décision réglementaire qui sort après et qui dit que désormais, c'est lui seul qui va délivrer le quitus fiscal. Cela laisse bien à considérer qu'on n'a pas de raison de penser qu'il délivrerait le quitus fiscal à quelqu'un avec qui il a un procès.
notamment sur le fait qu'il aurait pas de ne pas payer les impôts. Donc, c'est cela qui fait qu'on pense aux lois drones. Comme on pourrait penser aussi, en parlant des douaniers, mais il ne faut pas beaucoup peut-être relativiser, en parlant des douaniers, à un certain douanier dans une certaine situation électorale qui soutenait son frère depuis et qui a dit que désormais, là, c'est lui-même qui ira aux élections, en désaccord avec son frère. Et son frère fait partie des personnes qui ont voté, qui ont introduit, qui ont voté cette affaire-là. Donc, on a des raisons de penser que c'est des lois, l'esprit des lois drones. Et enfin, il y a un élément qui m'intéressait, le seuil d'éligibilité. Pourquoi a-t-on les circonscriptions électorales? On dit, pour une élection présidentielle, la circonscription, c'est l'ensemble du territoire national. Mais pour les élections législatives, et pour les communales, on a déterminé l'unité en termes de circonscription électorale. Notamment la circonscription électorale pour les élections législatives. Après la circonscription électorale pour les élections de base, comme c'est l'arrondissement, c'est la commune. Mais dans le cas d'espèce, les gars ont décidé que désormais, même si vous étiez arrivé à faire 100% dans la circonscription électorale et qu'au niveau national, vous n'avez pas 10%. Ça, c'est une destruction de l'idéal porté par les élections à la base et les élections législatives. Constantin Monceau, pour conclure. Oui, je conclurai par le plateau. Je conclurai là-dessus en disant que les députés que certains s'amusent à appeler du bloc boire, manger et parti, mais ce n'est pas mon idée là-dessus, auront eu tort, ce faisant, de penser qu'ils seraient parvenus à écarter le danger que représentent pour eux les jeunes qui arrivent, les pauvres qui arrivent, les dames qui arrivent. Parce que les pauvres qui arrivent, parce que les jeunes qui arrivent, parce que les dames qui arrivent sont extrêmement déterminés. C'est ça qui est la vérité. Et je veux qu'ils sachent ça. Merci Constantin Amoussou, oui, Zéphiré. Oui, moi je dis, nous allons observer. Moi, je considère tous ceux qui sont à l'Assemblée, qu'ils soient de la minorité ou de la majorité, et qu'il s'agit du Bénin de toutes les manières. Et j'espère bien que l'idéal qu'ils ont quand nous serons dans la pratique, nous verrons si, avec les solutions qu'ils ont trouvées aujourd'hui, si nous pourrons atteindre l'idéal ou pas. Merci Zéphiré Aouga, Constantin Amoussou, merci également à vous. Du chemin reste à parcourir par rapport à ce code. Aussi adopté, mesdames, messieurs, 100% Bénin. D'autres plateaux suivront sans nul doute celui-ci. Pour l'instant, on se dit au revoir. Mais sur cette citation d'un sociologue, au-delà de philosophe déjà sur ce plateau, allemand, Max Weber, c'est son nom. La valeur d'un être humain ne dépend pas fatalement des qualités de chef qu'il peut ou ne pas posséder. Tout réside au-delà de l'être lui-même, sa volonté de ne pas faire ce qui existe et d'aider la communauté à grandir. Merci pour l'attention. À très bientôt.